Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brénige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure corrézien, un épisode qui ouvre sa focale sur le domaine économique et qui a pour ambition de suivre tout au long de l'année une entreprise corrézienne particulière, c'est la corderie Palu, située à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Cette corderie a été rachetée en 2018 par un homme totalement étranger au département et totalement étranger aussi à la manufacture de cordes. Pourtant, vous allez l'entendre en visitant pour la première fois le site en 2017. Cet homme a rencontré une famille et des ouvriers qui défendaient un patrimoine industriel et un savoir-faire, de quoi le marquer profondément et de s'engager dans l'aventure. Depuis maintenant 6 ans, la corderie amorce un nouveau développement sur une ligne de crête et c'est ce que je vous invite à découvrir dans cet épisode. En entrant dans la corderie Palu à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, une forte odeur en vous envahit, une odeur proche de celle du foin mais qui est en réalité celle du chanvre, ce chanvre qui sert à commettre des cordes. Oui, parce qu'ici on ne fabrique pas des cordes mais on les commet, c'est le verbe qu'utilisent les compagnons cordiers lorsqu'ils et elles expliquent leur travail, un travail qui en réalité a débuté à Brive en 1908 grâce à Alphonse Pierre Palu. Alphonse est rentré le premier dans la corderie. Déborah Bagné, c'est l'arrière-petite-fille d'Alphonse Pierre Palu. Elle a rejoint la corderie familiale en 2016. Il a fait son compagnonnage d'abord à partir de l'âge de 12 ans et il a été compagnon à 17 ans. Il a fait son tour de France et après il s'est installé à Brive. Au niveau du dojo patinoire, elle était par là. Il a eu 2 fils, Maurice et Raoul. Raoul a été également compagnon. Maurice, mon grand-père, lui, on pense qu'il a été aspirant mais qu'il n'a pas fini son compagnonnage. Parce qu'après, ils sont rentrés dans la corderie, ont été formés sur le tas. En ce début de XXe siècle, la corderie briviste travaille essentiellement avec le monde agricole. Beaucoup d'éleveurs, beaucoup de grossistes. Il y avait un petit peu à l'époque des quincailliers, des choses comme ça qui revendaient. Petit à petit, la première corderie du centre de Brive cherche à se développer. La Seconde Guerre mondiale est là. Alphonse et Raoul se trouvent mobilisés sur le front. Maurice, lui, est réformé, mais il poursuit la construction de l'atelier de Long, toujours en place aujourd'hui encore à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Dans les années 50, elle a été en activité. Donc après, Raoul est revenu de la guerre et là, il y a eu quelques disputes. On ne sait pas du tout comment ça s'est passé. C'est l'histoire de Adidas et Puma. Ils se sont fait la guerre pendant toute leur vie, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose du tonnerre en osmose, mais bon, c'était pas le cas. Malgré les tensions, la corderie devient petit à petit une histoire de famille à laquelle s'attache vertement Déborah Bagné. Pour moi, elle est très très importante. Ouais, je sais pas, je me dis, c'est un siècle de vie, de 3 générations. La 4e travaille là-dedans. C'est le bâtiment, c'est le savoir-faire. Ça a été un cadeau et un poison. Cadeau parce qu'on se rend compte que c'est un peu un trésor quand on voit les gens qui arrivent aujourd'hui et qui rentrent dans le bâtiment et qu'on voit leur regard, on se dit ouais, en fait c'est quelque chose d'atypique. Donc ouais, en fait on a un petit bijou. Mais pour nous c'était devenu banal parce qu'on a toujours baigné dedans et voilà, nous ça fait partie des meubles. Donc on s'en rend pas compte. Et après poison parce que malheureusement la corderie prend une grande place puisque ça a été le grand-père, mais ça a été les 5 enfants. Donc les repas de famille, on parle de la corderie et on vit pour la corderie. On se dispute aussi un petit peu. Donc ça gâche aussi des choses. Après, on arrive à faire la part des choses et on avance quand même. Mais bon, ça reste quand même compliqué, les histoires de famille et de travailler en famille. Ça a été assez difficile, donc c'est vrai que tout lâcher pour pas se dire on aurait pu faire ça. J'ai un petit peu le goût du challenge aussi. Alors avec sa mère et ses oncles et tantes, tous se mettent à la recherche d'un repreneur afin de sauver cette entreprise, mais surtout lui donner un nouveau souffle. Pourtant, lorsque le futur repreneur arrive, la famille Palu est sur la défensive. Au départ, on est un peu échaudé parce qu'on avait rencontré un premier acheteur avec qui ça n'a pas fonctionné, ça ne s'est pas très très bien fini. Donc c'est vrai que quand il arrive, c'est très peu de temps après.
Donc on est un petit peu échaudé, mais je sais pas, moi c'est passé assez simplement et assez vite. Et ce repreneur dont je vous parle depuis le début de cet épisode, c'est Stéphane Assolari, un franc-comtois d'origine et qui est un ancien ingénieur de l'industrie automobile. Rien à voir donc avec l'artisanat et encore moins avec la corderie. Pourtant, dès sa première visite dans la manufacture, il se passe quelque chose. Je me rappellerai toujours de ma première visite de l'atelier. On est allé avec Déborah à l'étage. Je m'en souviens encore, il devait être 11h du matin, il y avait le soleil qui donnait à travers les vitres, il y avait Maria Fatima qui était en train de boucler ses longes, il y avait de la poussière dans les rayons de soleil. Je lui ai toujours dit d'ailleurs, je lui ai dit je suis tombé amoureux de vous, Maria Fatima. Et en fait, voilà, le geste de voir ça, je trouvais ça tellement beau, tellement unique, avec des gestes vraiment maîtrisés, un savoir-faire vraiment précis. Que voilà, pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait défendre, absolument. Et n'allez pas croire que ce projet de reprise s'est fait en un claquement de doigts, que Stéphane Assolari a débarqué pour racheter une simple fabrique qui risquait de disparaître. Non, l'homme a mûrement réfléchi son projet. J'avais entendu parler de la corderie en 2014, mais à cette époque, j'avais d'autres projets professionnels. Lorsque je me suis vraiment mis en recherche d'une entreprise à reprendre, naturellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours gardé cette corderie en tête. Et lorsqu'on m'a dit qu'il y avait un atelier de corderie qui était en vente, je me suis dit tout de suite, il faut qu'on aille voir. Voilà. Très vite, la vie de Stéphane Assolari a pris un nouveau virage inattendu. Je suis venu ici début septembre 2017. Et là, je suis tombé en amour du lieu, du travail, des outils. Je savais que l'entreprise était en difficulté. Pour moi, il y avait un potentiel de développement. Voilà, j'y ai tout de suite cru. Et voilà, je me suis jeté dedans tout de suite. Et j'ai abandonné toute autre recherche. J'avais trouvé l'entreprise que je voulais reprendre. Et pour cet ancien salarié de l'automobile, l'artisanat en règle générale et la corderie en particulier relèvent d'une autre dimension. Une ligne de bagnole, c'est un coup de crayon sur lequel on met beaucoup de techniques. Et lorsqu'on travaille dans l'automobile, on est cantonné à une partie de la voiture. Il y a des savoir-faire qui sont dans l'électricité, il y a des savoir-faire dans l'électronique, savoir-faire dans les ceintures de sécurité, dans les moteurs, etc. Et le tout rassemblé fait une voiture. Dans la corderie, c'est différent. C'est un savoir-faire déjà ancestral. On n'est pas dans la technologie absolue ici. Il existe des corderies en France avec de très beaux savoir-faire également et avec des avancées technologiques importantes. Mais ici, là, on parle de patrimoine. Voilà. Ce patrimoine-là, aujourd'hui, il a quasiment disparu. En tout cas, sur des grandes longueurs comme on le pratique ici. Et c'est ça qui touche. C'est comment on a pu garder ce savoir-faire toutes ces années, alors qu'on est partout ailleurs sur des avancées technologiques. Et c'est ça que je trouve beau dans l'histoire des palus, et c'est ça que je veux défendre aussi aujourd'hui. Et force est de constater que la relance de cette corderie attire, qu'ils soient locaux ou nationaux. Les médias rendent visite régulièrement à la corderie. Les visites des ateliers aussi sont de plus en plus prisées. Alors pour maintenir et aussi développer ces savoir-faire, Stéphane Assolari parie sur la formation de nouveaux compagnons cordiers. On a relancé l'apprentissage, ça veut dire qu'il y a aussi une vraie attractivité pour la jeunesse actuelle, que l'on peut encore motiver sur des métiers manuels. Tout ça, moi, ça me fait rêver. Je rêve que cette entreprise, elle passe encore une génération, c'est mon seul but, et que la nouvelle génération se l'accapare, et puis voilà, continue à faire perdurer ce beau métier et ce beau savoir-faire. Voilà, aujourd'hui, qui se soucie de savoir comment on fait une pelote de ficelle ? Nous, on s'en soucie. Sur le papier, l'ambition de se développer semble simple. Pourtant, si le projet semble fou, la réalité économique, elle, est beaucoup plus complexe. Oui, c'est compliqué, oui, c'est pas simple. Tout notre travail aujourd'hui, c'est de construire la corderie palue de demain qui pourra se permettre de conserver ce patrimoine artisanal. Voilà. Toute la difficulté, elle est là, c'est-à-dire faire évoluer notre métier, nos savoir-faire, pour mettre en valeur notre savoir-faire artisanal. Développer une corderie un peu plus moderne, qui soit complémentaire à ce savoir-faire premium, parce que pour moi, on est au niveau de l'artisanat, et dans l'artisanat, il y a art. Donc c'est un travail qui est haut de gamme pour moi, et donc ça doit le rester. C'est-à-dire que tout notre enjeu, c'est de continuer à maîtriser un maximum de savoir-faire artisanal pour
amener nos cordes sur des applications haut de gamme. Un haut de gamme qui aussi fait la fierté de la corderie Palu depuis des années, remarque Déborah Bagné, l'arrière-petite-fille du fondateur de l'entreprise. On a une très très bonne réputation. Avant que Stéphane arrive, quand on parlait de certains cordages, il y a des gens qui savaient différencier un cordage Palu d'un autre. Donc il y avait déjà cette réputation-là. Donc même s'il ne porte pas le nom, c'est beau de pouvoir continuer à dire on reconnaît ce cordage Palu, même si ce n'est plus les anciens qui le font. On fait très attention aux détails. Certains de nos confrères, ils ne vont pas utiliser tout à fait le même fil que nous. Nous, on va le polir d'une certaine manière. Eux, ils vont prendre du fil poli, sauf qu'au niveau du rendu, ça ne va pas du tout donner la même chose, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, on a essayé de garder les méthodes qui étaient utilisées avant, quitte à ce que ça soit moins productif, parce que c'est plus lent. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre cordage. Et vous l'aurez compris, des types de cordes, il en existe beaucoup et je vous emmènerai les découvrir dans un prochain épisode. Comme chaque semaine, place maintenant à la prescription culturelle. Et en ce week-end des 41e Journées européennes du patrimoine, le Conservatoire régional des musiques traditionnelles propose des concerts au lac de Bournazel, c'est à Seillac. Des concerts dédiés à l'héritage des mères et le matrimoine. C'est ce qu'explique Mathilde Charbonneau, chargée de conception et d'accompagnement de projets au Centre régional des musiques traditionnelles en Limousin, avec Émeric Tudou de Brame FM. Nous, on est une association qui travaille autour des musiques et danses traditionnelles et qui a l'habitude de travailler sur ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. Et d'un point de vue lexical, le mot patrimoine induit l'héritage des pères. Et donc l'idée de matrimoine, c'est aussi de parler de l'héritage des mères et donc plus largement de parler de l'héritage qui peut être transmis par les femmes. Et donc ces journées du matrimoine, c'était vraiment l'idée de mettre en lumière des artistes féminines et de proposer une programmation 100% féminine, aussi un peu dans la logique des lois qui existent sur la parité. Mais là, l'idée, c'est de proposer un plateau 100% féminin. Et donc, c'est aussi l'idée d'offrir cet espace-là aux artistes féminines qui composent aussi une grande partie du secteur dans lequel on travaille. Est-ce que c'est une première par rapport au partenariat avec Esprit Nature ou pas du tout ? Et non, la journée, elle a été pensée dès le départ en partenariat avec Esprit Nature parce que ça s'est articulé avec la volonté de faire quelque chose dans un espace naturel. Et il se trouve que comme les journées du patrimoine, elles tombent aussi en septembre, c'est des périodes où la météo permet encore de faire des choses en extérieur. Et donc on a vraiment travaillé sur des propositions qui sont le plus souvent en acoustique et qui travaillent aussi sur cette question du paysage et de l'environnement naturel dans lequel elles s'inscrivent. Et c'est notamment le cas des propositions qu'on va accueillir cette année. Concert sur l'eau au lac de Bournazel, donc dimanche 22 septembre. C'est une scène 100% féminine avec Abia, quatuor vocal et instrumental. Il y aura également Marion Lerbeil et son accordéon diatonique. Marion Lerbeil et son accordéon diatonique, elle prépare une petite surprise musicale collective. Je peux pas trop en dire plus, il va falloir venir voir pour le savoir. Okay. Mais on innove pour cette 3e édition des Journées du Matrimoine aussi grâce au soutien de la mairie de Seillac qui nous met à disposition plus de pontons flottants, donc toujours plus d'artistes au milieu de l'eau. Et on accueille également le quatuor vocal et instrumental Abia, qui vient du Pays Basque. Et elles seront en résidence au tiers-lieu culturel La Base à Chamboulive. Donc voilà, c'est vraiment un accueil aussi où elles vont travailler ce qu'elles vont montrer le dimanche par rapport aussi au paysage dans lequel elles arrivent, à savoir les Monédières et le lac de Bournazel. Voilà. Ça se passe au lac de Bournazel et il y aura, me semble-t-il, 2 représentations, c'est ça l'après-midi, Mathilde ? Alors en fait, c'est 2 créneaux à 13h30 et à 15h30. Il faut réserver auprès du CRMTL, soit via le site internet, soit par téléphone. Et donc, il faut pas oublier que c'est des concerts qui se passent sur l'eau, donc il vous faudra embarquer sur des canoës. Voilà, et c'est accessible pour tout le monde à partir de 6 ans. Voilà, il faut savoir nager pour embarquer sur les canoës. Et en cas de repli météo, ce sera probablement à l'église de Seillac. Voilà. Réservation donc sur le site du Centre régional des musiques traditionnelles en Limousin. Mathilde, un petit mot pour terminer. Eh ben, on attend le soleil pour vous accueillir dimanche prochain. Et notez bien, 2 représentations sont prévues sur le lac. Une première à 13h30 et la seconde à 15h30 ce dimanche. C'est la fin de ce numéro du quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro consacré au sport. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous souhaite de passer une excellente semaine en Corrèze ou ailleurs.
Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet et très bientôt sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.